Monsieur l'ambassadeur de Belgique en Israël, Son Excellence Monsieur Olivier Bell, Mr. Alan Schneider, Director of the Brit World Center, Ladies and Gentlemen. D'abord, je voudrais remercier Son Excellence pour son accueil chaleureux. Mr. Schneider, it's the first time I'm part of such a great and emotional event, and it will remain forever in my memory. Il est primordial que les jeunes générations connaissent l'histoire de la Shoah et sachent également que malgré le système instauré par les nazis, souvent avec l'aide des autorités locales, comme ce fut le cas en Anvers, et la collaboration des Judenrat, tous les Juifs ne se sont pas laissés mener à l'abattoir comme des moutons, mais beaucoup ont fait de la résistance. Certains ont fait de la résistance armée, comme les trois héros de Boort-Meerbeek, qui ont fait sauter un train de déportés, le seul convoi en Europe de l'Ouest de toute la Seconde Guerre mondiale, qui a été attaqué par 3 jeunes étudiants, permettant à de nombreux déportés de s'échapper du train. D'autres, comme mon beau-père, ont résisté autrement. Joseph Sterngold est né à Varsovie, dans une famille de 5 enfants. Son père décida d'émigrer à Berlin et ne trouvant pas l'éducation juive adéquate pour ses enfants, ils partirent s'installer à Anvers. Le père de Joseph Sterngold décéda à 42 ans et Joseph se retrouva soutien de famille et dut quitter l'école pour subvenir aux besoins, ce qui ne l'empêcha pas de continuer à étudier le soir. Il fit différents métiers avant de devenir indépendant et put ainsi offrir une vie confortable à sa famille. Sa mère et 2 de ses sœurs, ainsi que son jeune frère, furent déportés à Auschwitz et seul son frère survécut. Joseph Sterngold, qui allait résister sous le nom de Jos, se retrouva seul en 1942 et après de nombreuses péripéties, entre autres s'être échappé d'un camp près de Calais, avoir sauté d'un train et échappé de justesse à des contrôles, se retrouva à Anvers et commença à aider les Juifs cachés, souvent dans des caches aléatoires et dangereuses. Il se rendit chez une ancienne connaissance et cette dame avait formé un noyau de résistance avec quelques dames non juives et une dame qui travaillait dans le centre de ravitaillement de Berchem qui leur fournissait des bons de ravitaillement pour les personnes juives qu'elle cassait chez elle. Je voudrais ouvrir une parenthèse, mais elle est importante. Sans l'aide de Belges désintéressés, dévoués et courageux, qui eux aussi risquaient leur vie à tout moment, rien de ce que Jos a accompli durant cette sombre période n'aurait pu se réaliser. Ces Belges courageux lui ont fourni des bons de rationnement, des vivres, des soins médicaux et de l'argent. Jos a agrandi le petit noyau et trouvé des assistants qui l'ont aidé à trouver des cachettes sûres pour bon nombre de familles. Il leur a procuré des vivres, des soins médicaux, de l'argent et également des informations sur le déroulement de la guerre. Maintes fois, il a échappé de justesse à une arrestation qui lui aurait valu d'être atrocement torturé et abattu. Jos a survécu. Et après la guerre, Joseph Sterngold reprit sa place dans la communauté juive, ou plutôt ce qu'il en restait. Maintenant que son passé de résistant était terminé, il s'attela à la reconstruction de la vie juive à Anvers. Il organisa une soupe populaire, rouvrit l'école Tarcomouni, la centrale de bienfaisance, et aida aussi des juifs spoliés par les nazis à récupérer leurs biens ou leurs logements. Il aida également à retrouver des enfants juifs cachés dans des familles non juives. Quand Jos Sterngold a jugé que la vie juive reprenait son cours, il décida de laisser la place à d'autres et de se consacrer à sa famille. Il est titulaire de nombreuses décorations et citations belges
et étrangères. Joseph Sterngold a toujours été un homme modeste et il cite dans ses mémoires toutes les personnes juives et non juives qui ont travaillé avec lui pendant et après la guerre. C'est devant l'insistance de ses enfants qu'il a décidé d'écrire ses mémoires que nous espérons éditer bientôt. Joseph Sterngold s'est marié, il a eu 3 enfants et de nombreux petits-enfants qui, eux, vivent tous en Israël. Son histoire méritait d'être connue. Merci. Je remercie effectivement les organisateurs de cette soirée et de ces journées de manière générale, bien sûr, mon ami Anne Schneider, l'ambassadeur, son Excellence ambassadeur de Belgique, et tous les anciens, bien sûr, les fils et petits-fils de tous ceux qui ont contribué au sauvetage des Juifs. Je vais essayer d'être un peu plus court que je ne pensais, dans la mesure où effectivement le temps avance. Et je suis heureux de voir, après toutes ces excellentes interventions, que je me suis concentré plutôt sur l'historiographie de la Shoah en général, plutôt que du CDJC, puisque pratiquement tout a été dit, à la fois hier, aujourd'hui et ce soir. Donc, cette histoire du CDJC me concerne aussi. Parce qu'en fait, je suis en quelque sorte moi-même un enfant du CDJC, puisque ma mère a été cachée dans une de ces caches dont on a parlé, à cette fameuse pension Gatit-Gamon de Woluwe-Saint-Pierre. Et donc, je me tiens comme un miraculé de la Shoah. Pourquoi? Même si je suis né en 1958. Tout simplement parce que ma vie n'a tenu qu'à un seul fil. Et ce fil, c'est la maladie de ma mère. Ma mère, tandis qu'elle était dans ce home, dans cet internat de Woluwe-Saint-Pierre, est tombée malade tandis qu'elle visitait ses parents. Et ce jour-là, elle a décidé de ne pas rentrer au home. Et c'était le 11 juin 1943. Le lendemain, c'est la fameuse rafle du 12 juin 1943. Et comme on vous l'a dit, les 15 personnes ont été arrêtées, 12 enfants juifs, et la directrice, son mari et son enfant. Et de cette rafle, n'ont survécu que 3 personnes. Et donc ma mère aurait dû mourir. Et malheureusement, Rachel, sa cousine, n'est pas revenue. À croire notre amie Laurence Schramm, ma cousine, en fait la cousine de ma mère, aurait été torturée à Malines pour avoir refusé tout simplement de donner l'adresse où se cachait sa cousine, c'est-à-dire ma mère. Voilà. Finalement, je suis ému, ce qui est normal. Émotion aussi du fait que, sans être un spécialiste de la résistance juive, je suis plutôt un spécialiste des génocides, et du CDJC en particulier, et là c'est du CDJ, et là c'est plutôt Dorine qui est spécialiste, ou Monsieur Blitz, et ce, contrairement donc à d'autres personnes. J'ai été l'ami de Maxime Steinberg, que vous connaissez tous. J'ai même été, je dirais, un très très proche disciple de Maxime. Et j'ai été un protégé de Fela Perelman. Fela Perelman a été pour moi un peu comme une mère. C'était une personne délicieuse, avec son accent, effectivement. Et c'est elle qui m'a poussé à entamer une première thèse doctorale que je n'ai pas pu faire sur, justement, la Bricha. Donc sur la reconstruction et sur la nécessité d'envoyer des enfants et des adultes vers Israël. Et j'ai logé à Beth Meyersdorf grâce à elle. Donc je suis très, très, très redevable de m'avoir ouvert à beaucoup de choses. C'était une héroïne doublée d'une grande dame. Enfin, j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'enfants et d'enfants de responsables du CDJ, notamment le fils d'Abouche Verber, Michel, les Jospa, dont j'ai eu la chance que je connais, et c'est une grande chance. Et tout cela m'a permis de comprendre effectivement le côté exceptionnel de ce comité. Exceptionnel d'un point de vue belge, mais aussi d'un point de vue mondial, comme on l'a expliqué. Ce réseau, ne l'oublions pas, composé de moins de 100 personnes, a quand même sauvé entre 3000 et 4000 enfants juifs, un exploit, si l'on songe quand même que la section de l'enfance de Jegoda de Varsovie, c'est important, Jegoda, n'a réussi à sauver que 2500 enfants juifs dans une ville qui comptait quand même 450 000 juifs. Donc, le CDJ, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est donc heureux, essentiel, de voir des initiatives telles que la vôtre, telles que la nôtre. Et encore une fois, je remercie son ambassadeur, le Bnei Brit, M. Schneider, etc., d'avoir songé à organiser ça.
nous réunissant aujourd'hui, en plus en Israël, ce qui est quand même très important, parce que cette histoire doit être dite et redite, et sans cesse répétée, et il est important que ce soit ainsi. Et ce n'est pas sans raison, effectivement, que dans nos sociétés démocratiques, la mémoire de la Shoah s'est imposée, en vertu cardinale. On pourrait même ajouter que la mémoire de la Shoah est devenue omniprésente, au point que certains ont évoqué le concept d'hypermnésie. Il s'en dégagerait presque un sentiment de saturation, voire de trop-plein, pas forcément pour nous, mais pour beaucoup de nos contemporains. Alors peut-être, on en parle trop, enfin, ce n'est pas mon opinion. Reste que ce phénomène d'hypermnésie n'est pas né du hasard. Il s'explique à la fois par l'exceptionnalité de l'entreprise criminelle nazie. La Shoah est, qu'on le veuille ou non, un événement sans précédent dans l'histoire humaine, et aussi par toutes ces histoires absolument étonnantes, à la fois tragiques et à la fois fantastiques. Ces histoires de solidarité qui ont permis souvent de sauver l'essentiel, c'est-à-dire, et notamment, vous le savez tous, les enfants. L'hypermnésie de la Shoah s'explique aussi, et c'est ce sur quoi va porter principalement mon exposé, sur les excès de la période d'avant, et qui était non pas une période d'hypermnésie, mais de quasi-amnésie. C'est que, après 1945, au moment de la libération, eh bien, l'Europe a tout simplement, et vous le savez, ce n'est pas à des Juifs que je dois le répéter, a connu une période de silence et de refoulement vis-à-vis de la déportation des Juifs de Belgique ou de la Shoah de manière générale, en Belgique, en France, comme en Europe, et comme en Israël dans une certaine mesure. Et c'est un peu l'exposé que je me propose de faire, un peu raccourci, compte tenu des excellents exposés qui m'ont précédé. Au départ, donc, au sortir de la guerre, l'enjeu de la déportation raciale est en fond finalement quasi absent des agendas européens. Il faudra attendre près de 20 ans pour que l'on évoque enfin les combattants de la résistance juive, et encore, comme vous l'expliquera Dorine, non sans approximation et non sans parti pris. Ce ne sera somme toute qu'après 30 ans, avec les travaux de Maxime Steinberg, qu'un véritable travail scientifique sera consacré à la destruction des Juifs de Belgique. Comme l'a démontré l'historienne française Annette Veviorka, le sort spécifique des déportés raciaux, en fait, sera occulté pratiquement jusque dans les années 70. Et c'est bien en réaction au silence de leurs pères, qu'ils fussent bureaux, victimes ou simplement témoins, que des enfants sont exigés à la fin des années 70, à la fin des années 70, ont exigé à leurs parents des comptes. Et c'est seulement à ce moment-là, et même un peu plus tard, vers les années 90, que la mémoire de la Shoah s'est imposée à l'agenda commémoratif et éducatif européen. On ne le sait que trop, dans le contexte de la mémoire antifasciste et patriotique qui était hégémonique, la mémoire de la Shoah n'a pu qu'émerger que très lentement et tardivement. Et nous sommes belges, donc on se rappellera qu'il faudra quand même attendre 2012 pour qu'Elio Di Rupo, le Premier ministre de Belgique, reconnaisse enfin les complicités, non pas de l'État belge, mais de l'appareil d'État, dans le processus de destruction des Juifs, et on pense bien sûr à la police d'Anvers. Et donc parlons du temps de l'amnésie. Contrairement à ce que pensent nos contemporains, pas forcément nous, bien évidemment, mais je parle de mes étudiants, le thème de la Shoah donc a émergé très lentement et très tardivement. Pourquoi ? Et c'est la question qui nous intéresse. Tout simplement parce qu'à la Libération, l'heure était à la reconstruction, au rétablissement de l'unité nationale, malgré, ou plutôt à cause de la collaboration. Pour le gouvernement belge de l'après-guerre, l'idée était de réconcilier les Belges, flamands et francophones. Le silence tenait à cette évidence. Comment évoquer, sans insister sur les complicités des uns et des autres, le pacte germano-soviétique, par exemple, pour les communistes, ou pour les chrétiens, les catholiques, le silence de l'Église, du pape Pie XII, bien sûr, mais aussi, plus important, du cardinal Van Rooij. Rappelons quand même que le primat de Belgique siégeait à moins de 15 minutes à pied de la caserne de Saintes, d'où partirent 28 convois belges vers Auschwitz, et je me souviens que Maxime Steinberg avait eu toutes les peines du monde à le dire dans la première exposition qu'il a consacrée
Et on sait que le cardinal Wallerouille a décidé de ne pas agir pour le sort des Juifs. Dans cette optique, le sort des Juifs de Belgique sera assez tôt enterré, sous une épaisse chape de plomb. C'est ainsi qu'il fut noyé dans un contexte de persécution générale. C'est vrai dans tous les pays, mais aussi, bien sûr, en Pologne, dans cette Pologne communiste. Pour preuve, la mascarade autour des statistiques d'Auschwitz, pour satisfaire les uns comme les autres, on dirait les uns les catholiques, les autres les communistes, on rajouta tout simplement 3 millions de victimes aux millions de juifs assassinés à Auschwitz. On s'attacha ni plus ni moins en fait à déjudaïser tout simplement les chambres à gaz au bénéfice de la mémoire communiste, patriotique et bien sûr, encore une fois, communiste. Rajouter 3 millions de victimes imaginaires revenait à dissoudre les victimes juives dans une sorte de magma antifasciste. En avril 1967, dans son long discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du mémorial international d'Auschwitz, le Premier ministre polonais ne mentionna pas une seule fois le mot juif, ceci expliquant cela. Il ne faut pas bouger les mains. Merci. De même, et ça revenons un peu à la Belgique, de même, aucun des lieux de mémoire belge ou français de la déportation ne sera d'emblée transformé en musée ou mémorial. Alors on pense bien sûr au camp d'internement de Gurs, à Pithiviers, etc., au camp de Drancy. Mais on pourrait parler de Malines. La caserne d'Aussin, le camp de transit de Malines, d'où partirent près de 26 000 juifs, redevint, après avoir brièvement interné des inciviques, une caserne militaire comme si de rien n'était. Ce ne sera qu'en septembre 1956 qu'on songera enfin à y organiser le premier pèlerinage. Et en 1996, à y accueillir un petit musée, le petit musée de Maxime Steinberg qui était absolument génial, aux grandes dames de ses occupants, la caserne ayant été entre-temps transformée en immeuble d'appartements de haut standing. Il y a même eu des manifestations pour interdire la construction d'un musée de la Shoah dans un lieu aussi stylé, de haut standing. Donc l'heure, à l'époque, était tout simplement aussi à ce qu'on appelle, d'après l'historien français dont le nom m'échappe pour l'instant, oui, Henri Rousseau, était tout simplement au résistentialisme. Les Juifs, en fait, n'eurent d'autre choix que de faire bon gré mal gré, profil bas. Le temps de la Belgique était à l'oubli, voire à l'amnistie. Le leur était alors bien moins à la revendication, à la protestation, à la victimisation, il était plutôt à la résilience et au silence. Ils avaient tout perdu, ou presque, et comme le souligne Simone Veil dans ses mémoires, leur souffrance était de toute manière inaudible, et ce, y compris en Israël. Les rescapés n'étaient pas audibles, et ce pour diverses raisons. D'abord, leurs paroles se heurtaient au doute, à l'incrédulité, à l'agacement. Ensuite, ils étaient, et ça c'est très important aussi, ils étaient bien moins nombreux à revenir de la déportation. En Belgique, vous le savez, c'est pas à vous que je dois le répéter, sur les 26 000 juifs déportés, dont 93% d'étrangers, seuls 1207 revinrent, soit 3% des déportés. Ratio contre 59% des détenus politiques. 3% contre 59%. La mémoire des 1207 survivants juifs et des 15 survivantes tziganes d'Auschwitz fut logiquement engloutie dans celle des 30 000 autres déportés de toutes catégories. Pourtant, et ça nous le savons, la population juive qui comptait en 1939 pour 0,3% de la population totale a constitué 60% des victimes de la déportation. 43% des Juifs de Belgique furent assassinés contre 0,15% de la population globale belge. Et pourtant, la société belge n'avait que faire de leur récit. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui la difficile réception des premiers récits autobiographiques sur la Shoah. En Belgique, comme en France, ou encore en Italie, le génocide juif apparaît hors sujet. Si c'est un homme, de Primo Levi, ne se vendra qu'à 1500 exemplaires. 10 ans plus tard, Elie Wiesel aura toutes les peines du monde à trouver un éditeur en France, comme aux États-Unis. La Nuit, son premier récit autobiographique, vendu aujourd'hui à quelques 6 millions d'exemplaires en 30 langues,
furent refusés par des dizaines d'éditeurs qui trouvèrent tout simplement le sujet trop morbide, pas vendable. Personne ne veut entendre de telles histoires, ne cessa-t-on de lui répéter. Et je me demande, et j'en sais rien, combien de Belges ont lu l'ouvrage de votre grand-mère, Dans le ventre de la baleine, qui a été publié dès 1947. Dans toute l'Europe, les récits des Juifs furent logiquement ignorés au profit tout simplement des témoignages politiques des résistants dont les morts apparurent autrement héroïques. L'heure était à l'exaltation de la résistance armée, et donc la notion de résistance civile, qui aujourd'hui est centrale dans les recherches, était en fait fondamentalement ignorée. La résistance était armée ou n'existait pas. Et c'était qu'aujourd'hui qu'on comprend à sa juste valeur toute l'importance, tout l'héroïsme, effectivement, de réseaux tels que le CDJ ou, bien sûr, Gégoda en Pologne. Il est vrai aussi, comme je l'ai souligné, que pour les survivants et les rescapés, l'heure était aussi à la reconstruction matérielle et morale. Ils devaient en effet reconstruire des sociétés détruites. C'est le cas d'Anvers, mais c'est le cas aussi, bien sûr, de Bruxelles. Et surtout, parer au plus pressé. Il s'agissait notamment de reconstituer des familles, si c'était possible, et surtout de s'occuper des orphelins que d'autres dangers, finalement, guettaient. Et j'ai une petite anecdote, il y a 4 jours maintenant, au moment où j'ai rencontré le petit-fils de Sam Makowski, qui était un des animateurs du CDJ de Charleroi, et qui m'a raconté que sur son lit de mort, son père, donc qui était caché, que son père avait caché, lui révéla que le père André, qui l'avait sauvé, lui demanda candidement, le jour de la libération, s'il ne voulait pas rejoindre l'Église catholique. Cet exemple nous rappelle que l'heure n'était pas plus à l'apitoiement qu'au repos, comme en témoigne l'exemplaire Fela Perelman, qui sera l'une des têtes du réseau clandestin destiné justement à acheminer le maximum de survivants de la Shoah en Palestine, et notamment à travers la Bricha, les réseaux d'Aliabet, et tout un certain nombre de bateaux seront organisés depuis la Belgique. Est-ce par hasard aussi si l'association des enfants cachés de Belgique ne sera finalement créée que fort tardivement, en 1991 si je ne m'abuse. L'exemple des enfants cachés nous rappelle que s'il n'existait pas encore de mémoire publique de la Shoah, une mémoire juive privée va émerger lentement, mais sûrement. La question des procès, comme celle des pensions d'après-guerre, confirme la très faible attention, pour ne pas dire plus, accordée aux morts comme aux rescapés des déportations racistes. La Belgique refusera tout simplement tout statut particulier aux déportés raciaux. Pour être reconnu par l'État belge, il fallait que le déporté ait été de nationalité belge au moment de sa déportation, alors que 93%, je l'ai déjà dit, des déportés étaient en fait de nationalité étrangère, sinon apatrides. Et a accompli un acte patriotique, ce qui, reconnaissez-le, n'était pas évident dans le chef d'un simple civil, d'une mère accompagnant ses enfants vers la mort, d'un vieillard, d'un grabataire, d'un nourrisson, gazé à l'arrivée à Auschwitz du fait de sa judéité. Pire encore, lorsqu'en 60, l'Allemagne fédérale décida de verser 80 millions de Deutschmark au titre de réparation de la déportation, l'État belge spolia les déportés raciaux au motif qu'ils n'étaient pas belges au moment de leur déportation. Alors la justice ne fut pas plus favorable aux Juifs. Dans les grands procès d'après-guerre, sans être réellement occultée, la problématique du génocide des Juifs ne fut jamais au cœur des réquisitoires, et je n'ai pas le temps de vous en parler, mais vous le savez que les principaux responsables de Malines et de Brindank, sauf une exception, n'ont pas été condamnés pour leur fait de la déportation des Juifs, mais pour avoir tout simplement interné les résistants. Rappelons qu'il faudra attendre le procès Lischka à Cologne en 1979 pour qu'apparaisse le nom du chef de la SIPO-SD à Bruxelles. Et finalement, ce sera la grande œuvre, notamment de Maxime Steinberg aussi, finalement faire porter Kurt H et finalement de le condamner à la prison. On comprend dès lors sans peine en quoi, dans ce contexte d'impunité totale des bourreaux, mais aussi de nombreux collaborateurs, la question de l'amnistie et même du pardon accordé aux repentis a peu posé question pour les Juifs. Rappelons qu'en 1961, le Parlement belge votait une loi dite Vermeulen, du nom du ministre socialiste qui la porta,
une loi réhabilitant dans leurs droits civiques et politiques tous les collaborateurs qui en avaient fait la demande, c'est-à-dire en reportant soit quelques 50 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux collaborateurs flamands de gros calibre. Comment accepter d'effacer des crimes qui n'avaient été ni réellement jugés, puisqu'on n'a pas jugé les responsables des déportations, ni réparés, il n'était pas encore question de réparation, et faut-il encore le préciser ici, ni réellement documentés. Et là, c'est un autre problème. C'est que globalement, l'université et les centres de recherche en Belgique ont ignoré tout simplement également la Shoah. En Belgique, le champ de la Shoah ne s'était pas intéressé à la déportation des Juifs jusqu'aux travaux, notamment pionniers, on peut le dire, de Maxime Steinberg. Alors, on a un centre connu qui s'appelait le Centre de recherche et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a été créé pour documenter les faits de la résistance, notamment, et les faits de l'occupation. Eh bien, ce comité ne s'est jamais intéressé, n'a jamais payé le moindre chercheur pour travailler sur la déportation des Juifs de Belgique. Elle l'a fait, comme le disait Maxime Steinberg, qui était l'une de ses expressions favorites. Le CGS, l'ancêtre du CGS, a fait l'impasse, comme on le dit, sur les persécutions des Juifs de Belgique. Et j'en veux pour preuve un ouvrage publié dans les années 70 qui s'appelait L'an 40, la Belgique occupée, de Jules Gérald-Libois et de José Kotovic. Eh bien, ils avaient tout simplement oublié dans ce livre la question juive, et finalement, c'est par un addendum commandé dans la hâte à une tierce personne, Adeline Liebman-Weinblatt, que finalement on a parlé de déportation des Juifs. Mais c'est un addendum. Et donc, on parle quand même de la Belgique occupée. Cette occultation du sort des déportés raciaux fut le fait des pouvoirs publics, des universités, mais aussi et surtout des organisations patriotiques et antifascistes. Pourquoi ? Parce que, on l'a un peu évoqué dans un des discours, au sortir de la guerre, la mémoire de la déportation est dominée par les communistes, qui sont à l'origine de la création de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Fondation Auschwitz, mais qui s'appelait à l'époque l'Amicale des ex-prisonniers politiques d'Auschwitz-Birkenau, camp et prison de Silésie. Créée sous l'égide du Parti communiste de Belgique, cette amicale où les Juifs sont pourtant majoritaires, et c'est normal puisque c'était eux qui ont été déportés, défendra bec et ongle, jusqu'à la chute du communisme, une représentation qui privilégiera la seule déportation politique, c'est-à-dire une vision exclusivement basée sur les faits de résistance, au détriment de la spécificité raciale des déportations depuis la caserne d'Ossène-Malines. L'amicale refusera d'ailleurs d'intégrer les déportés juifs non politiques, c'est-à-dire les raciaux, qui devront, notamment avec Maurice Bureau, créer leur propre amicale pour défendre en vain, nous l'avons vu, leur droit à une pension équitable. Cette amicale eut notamment pour objectif la mise en place par 2 fois du pavillon belge à Auschwitz, inauguré une première fois en 1965, puis une seconde fois en 1962. Et je n'ai pas le temps de vous le dire, mais ce qui est intéressant pour ceux qui l'ont visité, ces 2 expositions, eh bien cette exposition pratiquement faisait l'impasse aussi sur la déportation des Juifs. Alors la première exposition, c'est une certitude, puisqu'on n'exposait que les documents qui avaient rapport à la Belgique occupée, et pratiquement les Juifs étaient absents. Et pourtant, Dieu sait que les déportés d'Auschwitz étaient tous juifs. Et dans la seconde exposition, qui avait été notamment créée par l'ancêtre du CGS, il y avait très peu de documents aussi liés à la déportation des Juifs. Et l'idée, c'était que n'importe qui aurait pu se retrouver à Auschwitz. Et je vais vous donner un détail que vous connaissez tous, mais ceux qui l'ont vu à l'époque s'en souviendront. Mala Simetbaum, qu'on connaît tous, bien évidemment, qui est l'héroïne d'Auschwitz, qui est célèbre pour avoir giflé un SS tandis qu'elle allait être pendue. Et donc, à côté de son nom, on lisait « ouvrière communiste polonaise ». Alors, elle n'était ni ouvrière, ni communiste, mais elle était polonaise. Elle était en fait plutôt libérale et bien sûr juive. Jusqu'à la chute du mur en 1989, la Fondation Auschwitz restera fidèle à sa vision antifasciste, comme en témoigne cette curieuse mais passionnante interview de Paul Alter, que certains d'entre vous aussi ont connu, qui était président de la Fondation Auschwitz. Et donc, je vous cite un petit passage de son interview, où justement on s'intéresse à l'occultation. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, à Auschwitz, on ne parle pas des Juifs, et que dans le pavillon juif, on ne parle pas des Juifs. C'est très différent aujourd'hui, bien sûr. Le nouveau pavillon a été créé par Maxime Steinberg avec l'aide de Laurence Schramm. Et donc je vous lis.
la réponse qu'il donne. Paul Alter. Je ne crois pas qu'il ait été dans la volonté politique des gens de l'époque de cacher le génocide juif à Auschwitz. Je crois que c'est un phénomène qui s'est peut-être développé petit à petit par la suite. Il y a aussi le fait de la création d'un bloc spécifiquement consacré à l'extermination des Juifs, à la martyrologie juive. Cette création a été, je présume, le résultat d'une certaine bataille, puisqu'il a fallu obtenir un emplacement. Personnellement, nous dit donc Paul Alter, je vous le dis honnêtement, j'ai été choqué par la création d'un bloc spécifiquement juif. Et je me suis dit que c'était une concession que le gouvernement polonais ou les autorités du musée avaient faite justement aux réclamations des communautés juives de par le monde. Qui peut contester ce fait que le sort des Juifs était prédéterminé par l'extraordinaire machine de l'extermination? Mais s'agissant des camps de concentration et d'extermination, le sort des non-juifs était également épouvantable. Certes, ils n'étaient pas sélectionnés à l'arrivée, mais, et j'arrête là, bien sûr, vous avez compris quel était le rôle de la Fondation Auschwitz. 2 années plus tard, un chercheur belge revenait dans un colloque international et là discute avec une autre personnalité de la Fondation Auschwitz. Et là, la question porte sur le fait, et là aussi vous connaissez sans doute cet épisode, sur le fait qu'au tir national, au cimetière où des résistants juifs avaient été enterrés, eh bien, sur leur tombe figuraient des croix. Et puis suite à une réclamation des familles, il a été décidé, pour certains d'entre eux et pas tous, de mettre des étoiles de David, des macônes de David. Eh bien, il y a eu une protestation, effectivement, de la Fondation Auschwitz de l'époque, se demandant pourquoi, effectivement, on ait mis des étoiles de David à la place, finalement, de tombes et de croix. Et je vous cite Altdorfer, qui revient sur cet épisode-là, et elle dit « Nous, amicales des ex-prisonniers politiques de Silésie, pensons que le cimetière du tir national était un lieu de pèlerinage, un haut lieu de la souffrance appartenant à la nation tout entière, et qu'il devait rester intangible, comme il fut créé avec l'accord de toutes les familles unies, il y a 26 ans. Par conséquent, nous estimons qu'il est notre devoir d'alerter les organisations patriotiques afin qu'elles s'élèvent contre les menées inqualifiables de personnes utilisant nos morts, donc les morts de la résistance, à des fins partisanes. Le fait, tout simplement, de rappeler le fait que ces gens avaient été juifs. Rendre son identité juive à un fusillé constitue-t-il forcément une instrumentalisation partisane? Je crois que vous avez la réponse. Alors je termine, parce que malheureusement, c'est très long. Je ne voudrais pas, bien sûr, terminer donc mon petit exposé, petit, peut-être un peu long, par une note négative, évidemment. Je ne serai pas ici parmi vous, et là on l'a encore répété ce matin, enfin oui, on l'a répété aussi en début, si les Belges ne s'étaient pas levés contre l'occupant et sauvé notamment mes 2 parents des griffes nazies. Si je suis là, c'est parce que ma mère a été cachée, de même que mon père. Je ne serais pas invité non plus à l'ambassade de Belgique si la Belgique n'avait, certes avec retard, reconnu les responsabilités de son administration dans la déportation des Juifs de Belgique. Des travaux d'histoire et de mémoire ont été menés en Belgique, notamment menés aujourd'hui par le CGS. Le gouvernement belge, les villes de Bruxelles et de Liège ont fait leur mea culpa. Et on le doit notamment à Rosenblum en ce qui concerne la ville de Liège. Il y a jusqu'à la ville d'Anvers d'accueillir aujourd'hui des pavés de la mémoire. Une fondation, vous le savez, a été mise sur pied avec tout ou partie des avoirs spoliés aux Juifs. Malines, aujourd'hui, abrite un formidable musée de la déportation. La résistance civile a acquis désormais ses lettres de noblesse. L'histoire de la Shoah, et ce, y compris l'épopée donc, du CDJ, est définitivement entrée dans l'histoire, comme dans la mémoire belge, qui se trouve aujourd'hui non seulement assumée, mais je terminerai par le mot apaisée. Et je vous remercie. Mais mon père, Ernst Jospin, fut avec Abus Werther l'un... Oui. Fut avec Hubes Werther l'un des initiateurs du CDJ. Je n'avais pas 5 ans quand mon père fut arrêté.
Son arrestation fut le fruit du hasard et fut l'une des nombreuses victimes du Gros Jacques, juif lui-même, traqueur de juifs au service de la Gestapo. Il fut arrêté le 21 juin 1943, porteur de faux papiers destinés aux partisans armés et jeté dans les caves de la Gestapo. Torturé quotidiennement pendant les 7 jours de sa détention afin qu'il révèle la provenance de ces faux papiers, il fut transféré au camp de Brindong, un camp de travail forcé et de torture destiné principalement aux résistants. Il y resta 1 an avant d'être transféré à Buchenwald. Jamais les Allemands ne surent qu'ils avaient entre leurs mains un pion central de la résistance juive, l'homme clé qui pouvait les mener au cœur du CDJ. Prévenu par ma mère le jour de son arrestation, le CDJ cessa toute activité pendant 2 semaines et ses membres se cachèrent. Moi-même, durant ces 2 semaines, je fus déplacé quotidiennement de cache en cache. Comme au cours de ces 2 semaines, aucun signe alarmant ne s'était manifesté et que rien d'anormal n'était apparu, l'activité du CDJ, après s'être réorganisée, reprit toutes ses activités. Né en Bessarabie, mon père était aussi issu d'une famille de la très haute bourgeoisie juive et ma mère issue de la haute bourgeoisie rurale bessarabienne. Les 2 familles se connaissaient bien. Mon père avait 16 ans lorsque ses parents l'envoyèrent en Belgique faire des études d'ingénieur à l'université de Liège. Ses sœurs, Louba et Sonia ou Sarah, plus âgées que lui, l'avaient précédé pour entreprendre également des études universitaires. Sa sœur Sonia fit des études de médecine et sa sœur Louba fit des études d'ingénieur. Elle fut probablement la première femme à faire de telles études, une femme qui de surcroît était juive. Mais ne parvenant pas à se faire engager parce que femme, elle entreprit par la suite des études de dentiste. Elles furent toutes 2 actives et prirent une part active pour le CDJ. Toute ma famille était active en faveur du CDJ. Ma mère Ava, née en 1910, 5 ans après mon père, arriva en Belgique en 1921, envoyée par ses parents dans la famille Jospa, ayant entrepris des études de lettres, mais poussée par son désir d'action sociale concrète, elle déménagea à Bruxelles pour s'inscrire dans une nouvelle école de formation sociale liée à l'Université libre de Bruxelles. Mon père, pendant ses études, s'occupa de l'accueil des réfugiés juifs bessarabiens arrivant en Belgique. Très tôt, il fut sensible à la condition ouvrière belge et se rapprocha des milieux révolutionnaires belges, plus particulièrement communistes. Il s'était très bien et très vite intégré dans la société belge, tant intellectuelle que politique. Communistes, mon père et ma mère l'étaient. Ils étaient également francs-maçons, ce qui leur permit d'entrer plus facilement en relation avec des personnalités intellectuelles, politiques et du monde académique. Durant la guerre d'Espagne, mon père organisa des filières d'infiltration vers l'Espagne de volontaires pour les brigades internationales en lutte contre le fascisme franquiste allié à l'Allemagne nazie. Son charisme, sa capacité d'écoute, sa grande force morale qui émanait de son aide, lui permit de fédérer autour de sa personne des personnalités de différents bords de gauche, mais aussi de droite. Il se lia d'amitié avec Émile Ambrosin, un intellectuel chrétien de gauche, ingénieur comme lui, président avant la guerre
de la Ligue belge contre le racisme et l'antisémitisme, Émile Ambresin fut le seul non-juif qui participa à la fondation du CDJ. Hertz, mon père, participa activement avec Émile Ambresin à la fondation du Front d'indépendance, le réseau de résistance le plus important de la société civile belge. Ce réseau à dominante communiste, bien implanté dans le milieu ouvrier et dans l'administration belge, regroupait des personnalités et d'organisations d'obédience diverses, principalement de gauche. Le Linke-Poel Zion y adhéra. Mon père fut l'un des membres de la direction nationale du Front. Partageant l'idée d'Abus Werber de créer, au sein même du Front d'indépendance, une section largement autonome dédiée spécifiquement au sauvetage des Juifs, il dut lutter pendant de longues semaines pour convaincre la direction du Front de la nécessité d'une telle section. Il fut, en cela, secondé activement par Émile Ambresin. Le CDJ n'avait aucune coloration idéologique. Il regroupait des personnalités de toutes tendances, de l'extrême gauche sioniste et non sioniste à la droite sioniste, réunis dans un seul but, sauver le maximum de Juifs et, en tout premier lieu, les enfants. Ma mère, qui mit son professionnalisme d'assistante sociale au profit du CDJ, fut la cheville ouvrière de la section dédiée au sauvetage des enfants. C'est elle qui s'attelait à la recherche d'institutions, de familles susceptibles de cacher des enfants. Elle me raconta qu'elle n'essuyait pratiquement aucun refus. Son charisme et son pouvoir de séduction n'y sont peut-être pas pour rien. Elle se lia ainsi d'amitié avec Yvonne Neufjean, directrice de l'œuvre nationale de l'enfance, qui mit toutes ces institutions au service du sauvetage des enfants juifs. Mon père, après sa captivité à Brendong, arriva mourant à Buchenwald. Il fut immédiatement pris en charge par l'organisation clandestine du camp et soigné par le jeune docteur Winen. Le docteur Winen sauva la vie de mon père en réussissant à lui faire une transfusion sanguine dans le camp. J'aurais encore beaucoup à vous raconter, mais le temps me manque. Je voudrais néanmoins encore, parmi d'autres, rendre hommage à la firme pharmaceutique française Roussel-Labunis, dans laquelle mon père occupait le poste de directeur scientifique. Cette firme continua à payer les appointements de mon père durant toute sa période de clandestinité, y compris pendant ses 22 mois de captivité. Si vous me le permettez, je voudrais encore vous lire un extrait. Je voulais vous lire un extrait d'une lettre écrite par mon père 3 jours après la libération du camp de Buchenwald. Buchenwald, le 16 avril 1945. Mes chéris, donc mon chemin de Golgotha est terminé. Depuis le 11 avril à 15h, je suis à nouveau un homme libre. Grâce aux efforts combinés de des troupes alliées et de nos propres forces intérieures, notre camp s'est libéré quelques jours avant l'arrivée de l'armée et ainsi évité le massacre des prisonniers par les SS restants. Nous avons fait nous-mêmes plusieurs dizaines de prisonniers SS. De notre côté, par contre, il n'y a pas eu une seule victime. Lors de cette opération, Maintenant, nous sommes ici tout à la joie de notre libération, de notre passage de l'esclavage à la liberté. Nous attendons et nous nous préparons au retour en pleine... Moi-même, je suis en parfait état de santé, bien vivant et en pleine possession de toutes mes facultés.
J'ai évidemment beaucoup souffert pendant ma captivité, surtout à Brennung. Mais c'est déjà du passé, et du passé définitif. Ici, à Buchenwald, j'étais relativement bien, car grâce à ma connaissance avec de nombreuses langues, j'ai pu faire un travail de bureau. Actuellement, je dirige la commission belge de préparation au rapatriement, de sorte que je ne reste pas chômé, comme vous voyez. J'ai avec moi mon ami Boll, Albert, qui a une attitude vraiment magnifique. Moi et Boll, nous étions considérés ici comme des Ariens. De nos amis ici, Felka, Mandelbaum, Robert, Charles Gilbert, Max Katz, Evan Prague, étaient... Je voudrais... Est-ce que je peux pas encore ajouter une petite chose? Attendez. C'est pas ici. Voilà. En conclusion, je voudrais souligner que le CDJ était constitué de personnalités et d'organisations d'obédiences diverses. Aucune organisation politique ni aucune personnalité en particulier ne peut se revendiquer comme son héritier. Je tiens à ce propos à dénoncer l'Union des progressistes juifs de Belgique qui se revendiquent comme étant les héritiers du CDJ, récupérant à leur profit et de manière explicite la mémoire de mes parents. Ceci est d'autant plus détestable que cette organisation, l'UPJB, soutient officiellement le mouvement antisémite BDS. Ladies and gentlemen, I am proud to stand here as the granddaughter of Chaim and Fela Perelman. They were remarkable people. My grandfather was a brilliant philosopher born in Warsaw, the youngest full professor ever at the Free University of Brussels. My grandmother, equally brilliant, was born in Benjin, where her grandfather was the Grand Rabbi, and she was raised in Lodz. She attended the Hebrew Gymnasium of Lodz, a big center of Zionism. She was a writer and a historian with a PhD from the Free University of Brussels, where she met my grandfather. They were a power couple, and together they moved mountains. This was true during the war, when they and others saved many lives under the auspices of the Comité de Défense des Juifs, a clandestine resistance group founded in their home at 32 Rue de la Pêcherie in the neighborhood of Uccle. There is a plaque on their house installed by the Brussels authorities stating that this home was, quote, un haut lieu de résistance à l'oppression nazie, an important place of resistance against Nazi oppression. At the end of his life, my grandfather was made a baron by the King of Belgium for his wartime activities and his writings. A street near their home was renamed Rue Baron Perelman. But their labors on behalf of the Jewish people continued after the war, when my grandmother founded orphanages for children whose parents had been deported. She was a key figure in the Aliyah Bet, the clandestine immigration of Jews into Palestine under British rule. Together, my grandparents founded the Belgian Friends of the Hebrew University of Jerusalem, Les Amis Belges. And there's a plaque in their memory on the wall of Beit Belgia, one of 3 buildings that they helped erect there through Les Amis Belges. Both of my grandparents were on the board of the Hebrew University of Jerusalem and received honorary doctorates from it. Through my grandparents, I met Ben Gurion when he was 88 and I was 10. And I have photos to prove it. And I have a beautiful photo of my grandmother hugging Golda Meir.
According to the Holocaust historian Dr. Mordecai Paldiel, in his book, Saving One's Own, Jewish Rescuers During the Holocaust, the Comité de Défense des Juifs was the single largest Jewish clandestine organization in Europe during the Holocaust, with, according to him, 768 activists, and saved more than 3,000 Jewish children and thousands of adults. The historian Lucien Steinberg, who wrote a book on the Comité de Défense des Juifs, stated that as many as 10,000 adults were saved by the organization. This is a remarkable achievement and one well worth celebrating. It all started in 1941 when my mother was kicked out of kindergarten. As a Jewish child under Nazi occupation, my mother Noemi was no longer allowed to attend school. So my grandmother Fela took matters into her own hands, assembled other parents, hired some teachers, and founded a new school for Jewish children called Nos Petits, our little ones, on Avenue Brugman. My grandmother persuaded the city authorities to designate a tram as a sort of school bus to bring the students to and from the school. She was very proud of this fact, saying, "Some people can claim to have a car, a boat, or even an airplane, but how many people can say they have a tram?" Eventually, the project of the Nos Petits schools became too dangerous and had to be shut down. That's when most of the children in the school went into hiding, although my mother had already been put into hiding some time earlier. The first home where my mother hid was the Forani family that had 2 girls of their own. But when company arrived for dinner and asked my mother whether she was visiting, she responded, "Oh no, I live here. I am a Jewish child in hiding." Everyone got a good laugh out of this innocent comment, but when my grandmother heard about the incident, she realized that this story, if repeated, could put my mother's life at risk. She immediately pulled my mother from that situation and put her someplace else for her own safety. Ultimately, my mother went to live with Lucie Monnier, a school teacher who became her guardian for the remainder of the war and who later became my godmother. While in the care of Lucie, my mother lived under an assumed name. Instead of Noemi Perelman, she was Marianne Peremans, a Flemish name. She went by the nickname of Nono. Meanwhile, my grandparents, who were leading clandestine lives, my grandparents also were leading clandestine lives under the names of Monsieur and Madame Henri and Denise Dumont. I don't know how they got away with it, as anyone who knew my grandmother with her thick Polish accent would not believe for a second that she was Madame Dumont. On a personal note, I've been inspired by my grandparents' work in my own activities of Holocaust remembrance. 9 years ago, I started the Sousa Mendes Foundation, devoted to the rescuer Aristides de Sousa Mendes, who was the Portuguese Consul General in Bordeaux, France, and who saved my father's side of the family. I'm currently working with the Jerusalem municipality to establish a street in the name of Sousa Mendes, along with others who are with me in this room here. When my grandfather, Chaim Perelman, died in 1984, my mother gave the eulogy. She said, "Il a bien fait sa vie, et il a bien fait son œuvre. He led an exemplary life and did exemplary work." The same could be said of my grandmother Fela, and it is a model to live by.
Thank you. Good evening, everybody. Thank you for joining us again for the last large presentation. I will afterwards gladly give the words to David Inovloki, my well-respected friend, if I may say so. I would like to start by telling you something about the museum I work for. Some of you I know, some of you I don't know. Caserne Dolcin is mostly known as the Dolcin Barracks, from where during the war 25,800 Jewish men, women and children were deported from for the reason that they were born Jewish. You can see here the symbol of our museum. These are portraits of the men, women and children that passed through the barracks on their way to Auschwitz-Birkenau. We have 28 transports to Poland. We also have 5 smaller ones to smaller camps, but we have 25,800 victims in total. Belgium today, and I think that is a great accomplishment of our team, has in percentages the biggest collection of photos of deportees in the world. For every 4 out of 5 deportees that pass through the barracks, we have a portrait. Unfortunately, for about 5,000 of the victims, mainly children, we still don't have a photo today. So if you have relatives that pass through the Dolcin barracks, go on our website, check if we do have the photos or not, and if we don't, please contact us, because this is a work of commemoration that still continues. We have a ceremony every year to add the photos to our monument, and every help you could provide us with is more than welcome. We really appreciate your input. However, what I would like to talk to you about today is the Jewish Defense Committee. I must say that I'm very honored to be here present in the presence of so many children, grandchildren, even 4th generation family members of these great men and women. Because in Belgium, the general appreciation of the Jewish community during the war is that these were all victims who were led to the slaughterhouse as sheep. Not many people in the general Belgian population know that there was such a thing as the Jewish resistance. Only 5 weeks ago, I gave a presentation for a fraternity about the armed partisans, the Jewish group which surrounded Theodor Angelov in the Brussels area, but also about the Jewish Defense Committee. And these people were really stunned that there was something such as the Jewish resistance in Belgium. So I'm very proud to be here today with the descendants of these brave men and women. I must warn you that it has been said before, the Jewish Defense Committee counted hundreds of staff members. I will not be able to name them all, although I would really like to, because they all deserve our respect. But I will probably have to focus on the most important ones. The message I would like to give you today is that these men and women joined together despite their differences. And I would like to give you 2 examples of this. First of all, I would like to show you a little bit about the historical research I have done, and then I would like to talk about how these men and women joined forces. How did they find each other, which organizations were involved, and how did they manage to save thousands of Jews in Belgium. The historical research on the Jewish Defense Committee is very complicated. Why? First of all, and this is clear to everybody, the Jewish Defense Committee operated clandestinely. They had to hide all their activities for the occupying forces. So of course, they could not create much documents or archives. The materials that we have are very scarce. There are the administrative booklets, the encoded booklets used by the Jewish Defense Committee to hide over 2,000 children. But apart from this administration, most sources that we have are created post-war. Testimonies of the Heiber family, of the Perelman family, of the Jospin family. These date mostly from the second half of the 1940s, so they were created directly after the war. Unfortunately, these archives are very scattered. The sources that we have, and I have been so unlucky that I have been born years after the death of most of the staff members of the Jewish Defense Committee. These
sources are hard to find. I gave you the example of the booklets of the Children's Committee, the Children's Department of the Jewish Defense Committee. They are stored in Brussels, but nobody can see them. They are closed off for research. Nobody can consult them. If you are a relative, you can get the information about your relative from these archives, but as a researcher or a student who wants to make a thesis about the hiding network, you have no access. And it is said that this is because of privacy regulations, but of course, while closing off these sources, you also close off the commemoration part of doing research. So this is a difficult field that we have to work with. Many of you have been so consciously aware of your own history that you luckily donated your archives to institutes that do give access. I know about the Werber family's archives at Yad Vashem, the Perelmans are at the United States Holocaust Museum. Caserne d'Orsay is lucky to have had the archival collection of André Golen, who is the last surviving member of the Jewish Defense Committee. We have her booklet as well. So these sources are available, but they are still very limited because you have to travel all over the world to create a complete image of the Jewish Defense Committee. So they are not or only partly accessible. The history of the Jewish Defense Committee has been written several times. Unfortunately, as you all know, within the Jewish Defense Committee there are several groups and associations present. We've heard about the Linke Opposition, represented by Abu Schwerber. We have the socialist faction of Israel Mandelbaum. We have the communist faction of the Jospas. After the war, this historiography about the Jewish Defense Committee becomes very colored. The first article about the Jewish Defense Committee is published in 1945. There is a magazine that's called Ofi Presse. It's published by the Office Israélite de Presse et de Documentation, which is a bureau for information to the Jewish community, and it is led by Chaim Perelman. And he publishes in 4 pages the first account of the Jewish Defense Committee. But it's very short, because 1945 is the time that the Jewish Association, so the association created by the Germans to aid them in deportation, which consisted of members of the Jewish establishment, they are being persecuted. There's much to do about the reconstruction in the community, and Chaim aims to restore peace amongst the community, and he tries to write an article that shows the community that they worked together. It remains very silent about the Jewish Defense Committee until 1963, when the Yad Vashem reaches out to former members of the CDJ, of the Comité de Défense des Juifs, to write a book about their activities. So they hire a historian. Well, she's actually a sociologist. Her name is Adeline Weisblatt, and she writes a manuscript. But in this manuscript, she writes that the CDJ, the Comité de Défense des Juifs, was actually working for this Jewish collaborating organization, the Association des Juifs en Belgique, which is of course not true. So this book is never published because the members of the Amicale des Anciens des CDJ, of course, opposed to this vision of the facts. Around the same time, however, in 1965, without the knowledge of the CDJ members, a book is published by Betty Garfinkels, and it's called Les Belges face à la persécution raciale. It's actually a tribute to the Belgians who rescued Jews in Belgium during the war. Unfortunately, she in her book says the same thing as the woman who wrote the manuscript for the Jewish Defense Committee. So this book, Les Belges face à la persécution raciale, which is published, tells the whole Belgian society that they were brave, that they were not anti-Semites at all, that they did not collaborate, but that it was the Jewish community who collaborated, and the CDJ was part of this collaborating organization. So the image that is created is completely wrong, and it's actually the opposite of what it was. So this image of a combination of collaboration and resistance starts to live in the collective memory. In 1973, and the book has already been mentioned, Lucien Steinberg actually writes a very good book, ordered by the Amicale des Anciens du CDJ, and he writes Le Comité de Défense des Juifs en Belgique. This is the first very thorough, detailed, and mostly accurate account of the activities of the CDJ.
However, Lucien Steinberg, he works together very closely with the Zionist groups within the Jewish Defense Committee. So he had a lot of contact with the Perelsmans, with Abu Schwerber, and in his book he stresses this part of the work that has been done by the Zionist groups within the Jewish Defense Committee. Of course, the communist factions are not so pleased, so they order another book in 1979. It's the Extermination, Sauvetage et Résistance des Juifs de Belgique, which is actually written by Maxime Steinberg, who has also been mentioned today and who you all know, and who writes actually the first sort of neutral history of the organization. This communist version is published at the same time as the film Comme si c'était hier was filmed. It's a film by Miriam Abramovic and Esther Hoffenberg, and they show how the children's department of the CDJ operated. But only the children's department. So from that moment on, everybody associates the CDJ with saving children. And actually they did much, much more. They published illegal newspapers, they saved 5,000 to 10,000 Jewish adults, they forged thousands of documents to aid everybody who was in hiding or who they supported in hiding. So it's actually very complex, as Alain already pointed out, very complex organization which is constantly reinventing itself to meet the goals and the needs of the people that are hidden by this organization. We have, of course, L'Étoile et le Fusil from Maxime Steinberg, which is a detailed overview of the history of the Jewish resistance. And after 1990, we see that the debates about the Jewish Defense Committee actually calmed down. Unfortunately, many of the CDJ members have passed away since then, and we see a new generation of books. We see that the children are starting to publish memoirs. We see that psychologists are looking at the psychology of the rescuers, Jewish rescuers, but certainly hidden children and their traumas. We see students who take interest into the subject for their thesis. So we see another field of historiography coming up. Since I don't have much time, I would like to focus on one of the aspects of the Jewish Defense Committee, which came on in literature and which is of course not true, the collaboration between the Jewish Defense Committee and the Association of Jews in Belgium, which was actually really collaborating with the Germans. Why do I want to point this specific aspect out? Because although there was no collaboration, the Jewish Defense Committee did find unlikely allies within the Association of Jews to help them with their illegal activities. And after the war, this aspect was misused by some members of the association to redeem themselves. So the Jewish Defense Committee is created in September 1942. We can see here one of the 4 only surviving photos of the Dolcin barracks taken during the time that it was used as a deportation center. So we see the trucks and the persons arriving in the barracks. In the summer of 1942, there are the raids in Antwerp and the one in September in Brussels. And this is the time that the Jewish community really feels the need, especially to place children in hiding to save the future of the people. At the same time, many Jewish men want to join, and women as well, want to join the armed resistance, and they need a safe place to put their children. So these 2 aspects come together to ask for help in unexpected places. This is Indépendance. This is a newspaper from the Front de l'Indépendance, the Independent Front, the communist organization which Alain already referred to, from September 1942. So the Jewish Defense Committee is created from the ranks of the Front de l'Indépendance, and in one of their journals they write, "In the name of what you hold dearest, save the Jewish children who are dying abandoned and all alone." So the Front de l'Indépendance is reaching out to Belgians, non-Jews, to help aid and provide hiding places. Who are these people from the first hour? Who are these founding members? I don't think I need to introduce this couple to you. This is Gert Jospin and his wife Hava Kreuzmann. They are some of the founding members of the organization. They are not alone.
In September 1942, at the founding meeting, there are 7 others. So there's 8 men in total who come together. It's very interesting. You've already seen the photos. I have Eugène Hellendaal as well, if you would be interested in his portrait. So we have here the 7 others. On the top row, you can see Eduard Rothkil, you can see Eugène Hellendaal, and we have Benjamin Nijkerk. On the right, we have Émile Hambresin, who is the only non-Jew from the 8 founding members. He's a Catholic. And on the bottom, we have Israel Mandelbaum, who comes from the more socialist corner. The large photo is taken post-war by the members that are alive then, who joined later and who have high ranks at the end of the war. But you can see clearly Abu Schwerber, who's in the last row at the far right, and sitting Chaim Perelman, who is in the front row at the right end of the row. So these are the founding 7 members and Jospin. Unfortunately, most of them won't survive the war. We have Eduard Rothkil and Eugène Hellendaal on top, who are deported 2 to 3 weeks after the creation of the Jewish Defense Committee. So they are really first victims to fall in the ranks of the Jewish Defense Committee. They are arrested with their families, and both will perish in the camp. So they don't make it. Benjamin Nijkerk, who's on the top row on the right, he goes to Switzerland for the Jewish Defense Committee to find financial sources. Unfortunately, he's arrested while traveling via France back to Belgium, and he will be deported from Drancy, so he won't make it either. Émile Hambresin as well, he will also perish during the war. Actually, Werber and Perelman are the only 2 who will never be caught. As we heard from Paul Jospin, his father too was caught, but he is a camp survivor. What then is so special about these 7 men? At least 2 and probably 3 of them worked for the Association of Jews in Belgium. So we have Eduard Rothkil, we have Eugène Hellendaal, and we have Chaim Perelman, who were all associated with the Association of Jews in Belgium. However, it is always said that working for the association did not give you a choice. You did so to survive. These 3 men made a different choice. Yes, they were members of the association, but they also used their position to become members of the resistance and provide valuable assets for the Jewish Defense Committee. Not everybody in the Jewish Defense Committee was so happy with the presence of these men from the association in the ranks of the Jewish Defense Committee. This is a very nice quote of Abu Schwerber from 1942, where he says, "The Association of Jews in Belgium is a direct servant of the Gestapo in the Jewish community." So, opinions about how the members of the association should be looked upon are actually very much debated. There is also a very elaborate quote by Gert Jospin about the traitors of the association, but that would take us too far at the moment. Here you can see the 3 that I already mentioned, Eduard Rothkil, Eugène Hellendaal, and Chaim Perelman. So Rothkil and Hellendaal were unfortunately deported very early on, but Perelman, he would stay on during the rest of the war. He actually succeeded when nowhere else money could be found to finance hiding. He illegally transferred funds from the Association of Jews to the Jewish Defense Committee. So when there were no other means for survival for hundreds of hidden children, he was the one who took care of it together with Mr. Vechtman. So he used his position. Of course, there are others as well, as their granddaughter already mentioned, Vela Liever Perelman, who had the kindergarten, Nos Petits in Brussels. When the kindergartens were closed, she was actually responsible for adding hiding places, making contacts, and providing these hiding places to the Jewish Defense Committee. So she also was part of this network. Maurice Heiber, who was also in the Association of Jews, but he was not one of the founding members of the Jewish Defense Committee. He became the first president of the Children's Department of the Jewish Defense Committee. So he actually had a high rank within the resistance, but also within the association. His wife, Sarah Feierstein, she was also one of the members of the Children's Department. She joined later. The founders of the Children's Department were Maurice Heiber and, of course, Yvonne Jospin.
joined by Suzanne Mons not long after, who was a Catholic and who had many contacts within the boarding schools. So Esther Feierstein is said to be the one who actually created the encoded system. So she thought of how can we register over 2,000 children without giving their identity away if we should be rated by the Germans. So she thought about giving every children a number on a central index card and creating encoded booklets where the information about the false name, the real name, the hiding place, the parents was disseminated over different books, and with the central card you could connect the books and create the identity of a child. Of course, over 20 women were involved in this children department, and it's actually quite remarkable that they were never caught, because we're talking about 20 women taking care of 2,000 children. They moved all across Belgium, placing them from the north to the south, to the east, to the west, and they had to provide for them as well. So they had to visit them regularly, make payments, bring clothes, bring food. So it's actually quite remarkable. Unfortunately, another example here is Max Katz, who's actually Israel Katz, but he was known as Max. He was from Charleroi. The Jewish Defense Committee actually asked him to become a member of the Association of Jews in Belgium in the Charleroi department, so he could collect information within the association and pass it on to the Jewish Defense Committee. So he was a spy, actually, and he was caught and sent to Buchenwald, where he was murdered, so he didn't survive. Many of the women working for the, not many, but a few dozen of the women working for the association were actually contacted by Maurice Heiber, and he asked them, if there are Jewish parents who are addressing the official association, please let me know, and I'll send somebody from the Jewish Defense Committee to go to these families and to provide them with a hiding place, because the association officially couldn't help, but the Jewish Defense Committee did its best to fill the void and to help them. Unfortunately, of course, not all members of the Association of Jews in Belgium were members of the Jewish Defense Committee. Many did collaborate with the Germans. When Maurice Heiber and his wife Esther are arrested in May 1943, the members of the Association of Jews in Belgium are questioned. Are they all resistance fighters? What do they know about this work that Maurice Heiber is doing for the Jewish Defense Committee? Are the other members of the association also resistance fighters? And this is a quote from Salomon van den Berg, who was one of the top leaders of the Association of Jews in Brussels. He was in the board of directors, and he says that the Gestapo came by, the CIPO-SD actually came by, and asked them if the association knew anything about what Heiber was doing, and he denied it in every language he could speak. He had nothing to do with it because he thought hiding children was against the importance of the people, and it was against what they should do to survive the war. So you can see that there are also different views on rescue work during the war. So to close off, what happened after the war? Of course, this cross-reference between the association and the Jewish Defense Committee created problems. There was general confusion because who was part of which organization? Some were part of both, that's clear. Some of the members, including Maurice Heiber, were accused of collaboration by armed resistance fighters such as Roger David Katz. They, in the Jewish press, claimed that Heiber was a collaborator, even though he was involved in saving 2,000 children. Heiber was aided by Yvonne Jospin, who wrote a public letter to apologize him, but even the Independent Front, the mother of the Jewish Defense Committee, was not sure about these double spies. But of course, that's in the nature of a double spy, that it's never very clear where his or her allegiance lies. And of course, many members of the association afterwards tried to prove that they were actually members of the Jewish Defense Committee, thus claiming the resistance work as their own and thus surpassing their actual collaboration work. Alfred Blum, the quote is not very well readable, but what he says, Alfred Blum, Freddy Blum is the chief of the Association of Jews in Belgium department, who told 12,000 Jews to come to the Lausanne barracks because they had to go to work in the east. That was Alfred Blum. And after the war, he says
that from the beginning, the association had worked together with the Comité de Défense des Juifs, and that he doesn't understand why the association is being shamed publicly, because they were also doing resistance work, as was the CDJ. So I wanted to show you with this presentation cross-references and actually the risks that they took, because if one of the official Association of Jews in Belgium council members would have been discovered and would have been tortured, this was a great risk. They took the risk of living legally, so not going into hiding, risking deportation. They were resistance fighters, and they were Jewish, so they were threatened in 3 different ways. Thank you, and I hope it brought something new. My name is Olivier Bell. I'm the Belgian ambassador living in this house, the Belgium residency, in which we are very pleased to welcome you this afternoon. It's an open house. We organize a lot of events here. It's the House of Belgium, it's the House of Belgium citizens, but also any citizen of the world. And it's always a pleasure to see this house full of guests. I have been asked to say some words. I only wanted to welcome you for this conference this afternoon. This conference, after, for some of you who attended this morning, a very emotional ceremony in the forest, in the hills. We were there to celebrate this year the Jews who saved the Jews into the Second World War. During this Yom HaShoah, which is obviously always a very emotional day for the Jewish people here in Israel, but all over the world. But also, beside the Jewish people, I think, like myself, all the citizens. I'm here for 2 years and a half. It's the 3rd Yom HaShoah, and I'm always impressed. I feel emotion, and especially when everything stands still. At a specific hour, whatever you are doing, everything stops. And then comes the silence. And that is, for me, always very emotional, because I think silence expresses what words could not express. And after the silence, obviously, we have to say words, but it is always very difficult, because I can try to find the correct words to express this emotion, and it is always very hard to express what I am feeling. But this morning, we had this great ceremony commemorating the Jews who saved the Jews. And it was the protocolar part. And when, Alan, you came to see me some months ago to suggest in Yom HaShoah, you could find a place? Yes, okay. To Yom HaShoah, that it could be a good idea to organize also a conference on this item, referring to the work of Chaim Perelman and his wife, Fela Perelman, that we are honoring tonight, among others. I thought it was a good opportunity, beside the more official and protocolar part, to listen to those who can put words and can explain. So, without more words, I'd like to give you the floor to thank you for coming here this afternoon. I can tell you it's a real pleasure, and
I finish with a logistical point, because you know that I always say that in diplomacy, success is 99% logistic and 1% substance. And the 1%, the 99% of logistic is Bella, who organized this. Bella is there, and she's one. I think what happened today and other days would not be possible without her help. She knows everyone. Every time I take the plane, and it will be the case tonight, I hear the name of Bella. If you have a problem, call Bella. The embassy will arrange that. And the logistical part is that after the conference, you will be served wine and salted akuski to finish, to terminate this ceremony. One more time, thank you very much, and welcome here in the residence. You have the floor. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique et membre de l'ambassade à Tel Aviv, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur du Centre mondial du Bnei Brit en Israël, chers invités venus pour l'occasion de Belgique et des États-Unis, et vous, Mesdames et Messieurs résidant en Israël. Je m'appelle Alain Blitz, je suis né à Anvers et j'ai accompli mon Aliyah en 1975, au terme de mes études à l'école juive Tarkemoni. Je suis membre du kibbutz Asololim en Basse-Galilée, où je suis établi depuis mon arrivée. Comme de nombreuses familles juives anversoises, ma famille a subi les persécutions et les déportations pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père Haskel Blitz fut convoqué durant l'été 42 pour construire le mur de l'Atlantique dans le nord de la France. De là, il fut déporté, mais réussit à s'évader du 17e convoi qui le ramenait vers Malines. Il se cacha à Bruxelles pour être finalement déporté en avril 43 vers Auschwitz dans le wagon spécial du 20e convoi. Mon père, Joseph Blitz, fut arrêté avec sa mère et ses deux sœurs dans leur appartement à la Rollweichenstraat à Anvers. Ils furent déportés à Auschwitz par le 11e convoi parti de Malines fin septembre 1942. Et Joske, qui n'avait pas encore atteint ses 17 ans, fut le seul rescapé de sa famille. Tatoué du numéro 66200, il passa 28 mois au Stammlager, le camp principal d'Auschwitz, d'où il s'évada en janvier 1945 avec les compagnons de son commando de travail et donc ne participa pas à la marche de la mort. Le comité de défense de juifs, le CDJ, ou en néerlandais, le Joodse Verdedigingscomité, le JVC, fut créé en Belgique et commença ses activités en septembre 1942. Sa mission, protéger et mettre à l'abri les enfants et adultes juifs. Malheureusement, il était déjà trop tard pour la communauté juive d'Anvers, qui venait de subir 3 actions d'arrestation en masse dans les quartiers juifs, avec la collaboration active de la police anversoise. Les activités du CDJ Anvers furent par la suite limitées, même si les membres de l'organisation locale, parmi eux Léopold Flamm, Joseph Sterngold, Avraham Manaster, l'ancien échevin de la ville d'Anvers, Adolf Molter, et d'autres firent de nombreux efforts. Par contre, à Bruxelles, Liège et Charleroi, le CDJ aura plus de succès dans ses projets et parviendra à mettre à l'abri de très nombreux enfants et adultes. Bruxelles était le centre de l'organisation du point de vue national et abritait aussi le plus grand nombre de juifs à cette époque. Le CDJ à Bruxelles comptait sur la participation de nombreux membres, parmi eux le professeur Chaim Perlman et son épouse Fela, Chava Jospa, Abu Sheshifra Verber, Ida Sterno, Maurice Esteheiber et de nombreux autres. À Liège, les membres du CDJ local comprenaient entre autres Ernst Jospa lui-même et Albert Wolf, imprimeur de formation et faussaire expérimenté de faux papiers et de carnets de rationnement, ainsi qu'Abraham Federman et Idel Steinberg. À Charleroi, les membres du CDJ, Pierre Broder, Sam Makowski et Max Katz, qui périt dans un camp annexe de Buchenwald en 1945, firent l'incroyable en persuadant le dirigeant de l'AJB local de livrer aux Allemands une fausse liste d'adresses des Juifs habitant la ville, puis de dissoudre l'AJB de Charleroi avant de disparaître dans la nature.
Le CDJ faisait partie intégrale du Front de l'indépendance et ne fut donc jamais un mouvement indépendant et séparé. Il s'agissait d'une organisation intégrale et unifiée, dévouée entièrement au sauvetage des Juifs, qui entretenait des relations directes et privilégiées avec le Front de l'indépendance. Il recevait du FI un appui non négligeable dans l'adaptation de ses membres aux méthodes clandestines, dans la logistique et le financement de ses opérations. Par contre, l'organisation de résistance Zégote à Varsovie, qui elle aussi cachait des enfants juifs, n'était pas un organe unifié, mais bien une centrale de coopération et de coordination entre différents organismes, juifs et non juifs. Merci. Cela signifie aussi que les résistants juifs des partisans d'armée ne fonctionnaient pas sous l'autorité du CDJ, mais bien sous celle du Front de l'indépendance. Les partisans d'armée dépendent du Front de l'indépendance et le comité des Juifs vient d'un autre côté de la résistance civile. Dans le Grand Bruxelles, il y a environ 20 organisations qui appartiennent au Front de l'indépendance. Les milices patriotiques étaient une milice, si vous voulez, de réservistes, des Milouim, comme on dit. Les armes étaient entreposées et cachées et les étaient supposées prendre donc les armes à la main uniquement qu'au moment où les armées alliées dépasseraient la frontière belge et la bataille de la libération de la Belgique devait commencer. Il est cependant vrai que Ernst Jospin faisait partie du comité de direction du CDJ, mais était aussi membre de la direction nationale du Front de l'indépendance, et qu'à l'occasion, les membres du corps mobile des partisans d'armée de Bruxelles, pratiquement tous d'origine juive, ont effectivement coopéré avec le CDJ. Il va sans dire que le comité de défense des Juifs n'a jamais fait partie et n'a jamais collaboré avec l'AJB, l'association des Juifs en Belgique sous contrôle allemand. Les quelques membres de la résistance qui ont fait partie de la direction de l'AJB l'ont fait sur ordre, en vue de collecter des informations, de détourner des budgets et de faciliter le contact avec des Juifs cherchant un refuge. La création du CDJ était le fruit d'une coopération entre Abu Schwerber et de Ernst Jospin. L'un était sioniste de gauche et l'autre communiste. Le comité fondateur du CDJ reflétait lui aussi cette réalité et comprenait en effet des juifs communistes et sionistes, ainsi que des chrétiens pratiquants et des laïcs non juifs. Certains d'entre eux payèrent le prix suprême et disparurent dans la tourmente des camps de concentration. Albert Rothkel, Eugène Hellendahl, Émile Ambresin et Benjamin Neikirch. Israël Mandelbaum et Ernst Jospin furent déportés tous deux et survécurent la nuit des camps. Il s'agissait d'une des seules organisations de résistance en Europe occupée qui comprenait des juifs et non-juifs qui coopéraient quotidiennement main dans la main. Il faut aussi mentionner la présence de très nombreuses femmes, particulièrement dans la section enfance. Section enfance qui sort par en bas. La section enfance qui était la raison d'être du CDJ, où excepté le comptable, un réfugié juif hollandais, toutes étaient des femmes juives et non juives qui opéraient ensemble pour sauver les enfants. Peu d'entre elles furent connues du grand public et de la communauté juive après la guerre. Yvonne Evjean, directrice de l'Office national de l'enfance, fut décorée par l'État belge, mais il faut retenir qu'elle était aussi une résistante active dans les services de renseignement du gouvernement belge en exil à Londres. Par contre, les épopées de Suzanne Mons, Claire Murdoch, Paul Renard et de beaucoup d'autres membres du CDJ ne furent connues du grand public que bien plus tard, et certaines ne furent reconnues comme justes parmi les nations par l'Institut Yad Vashem que plus de 50 ans après la fin de la guerre. Il y eut aussi des échecs, pas nombreux, heureusement. L'un eut lieu au pensionnat Gatti de Gamon à Woluwe-Saint-Pierre, où en juin 1943, la Gestapo arrêta 15 enfants juifs et quelques adultes. La directrice Odile Ovar et son mari Rémi furent déportés. Odile à Ravensbrück et Bergen-Belsen et Rémi à Sachsenhausen et Buchenwald. Tous deux trouveront la mort en 1945. Un second échec eut lieu lors d'une rafle de la Feldgendarmerie en octobre 1943 au pensionnat situé dans le vieux château à Meillan en Condroz.
13 enfants juifs, des réfractaires du travail et des résistants furent arrêtés. Eugène Cougnier, directeur de l'école, fut jugé, puis déporté à Bergen-Belsen et périt durant la marche de la mort en 1945. Le financement des activités du CDJ était complexe. Le rassemblement des besoins matériels devait être soutenu dans l'obscurité totale. Vu la surveillance omniprésente des services financiers de l'administration militaire allemande, y compris celle du DSK, le Devisenschutzkommando et de la SS. Il y avait tout d'abord un effort de la part du CDJ de collecter les fonds de participation parmi les membres de la communauté juive en détresse. Cela devenait de plus en plus difficile compte tenu d'une situation économique qui empirait en Belgique occupée. Il y eut des cas au fruit de hold-up. Des sommes importantes furent versées par le Front de l'Indépendance au CDJ. 3 millions de francs belges, ainsi que plus que probablement de nombreux carnets de rationnement furent versés au CDJ de Liège après une attaque de la poste centrale de cette ville en mars 1944. Mais c'est par le truchement du gouvernement belge que sont parvenues des sommes très importantes du American Jewish Joint Distribution Committee, du Congrès juif mondial et du gouvernement belge en exil à Londres. Un support financier viendra aussi de la Société Générale. L'Office national de l'enfance transféra au CDJ une somme importante provenant du budget gouvernemental de 1940 pour le traitement des réfugiés qui n'avaient pas été employés. En tout, il s'agissait de plus de 48 millions de francs belges, ou un peu plus de 15 millions d'euros de nos jours. Combien d'enfants furent-ils sauvés? Un chiffre entre 3 000 et 4 500 enfants sauvés par le CDJ fut longuement cité. Mais l'historienne Hanne Hellemans, dans son livre écrit en 2007, Schiemen met een ster, avance le nombre de 1577 enfants mis à l'abri par le CDJ et de 615 enfants supplémentaires dont le financement mensuel fut assuré par l'organisation. Le total serait donc de 2192 enfants. L'historienne Doreen Steven, ici présente parmi nous, affirme dans un article écrit en 2014 au sujet du CDJ, Populaire Mythevorming rond het Joods Verdedigingskomitee, que le nombre d'enfants sauvés et pris en charge par le CDJ atteignait 2104 à la Libération. Il faut cependant avouer que ces chiffres, ainsi que le nombre d'enfants juifs assimilés après la guerre dans des institutions ecclésiastiques, font l'objet d'opinions très diverses. La discorde entre sionistes et communistes, qui prit de l'ampleur au sein du CDJ avec l'arrestation d'Ernst Jospin en juin 1943, atteindra son apogée à la fin de la guerre et continuera même après la libération. Les sujets de discorde principaux étaient la composition de la liste des enfants qui provenaient des filmières des deux courants politiques au sein de l'organisation pour trouver une cache dans le cadre du CDJ. Vous pouvez voir vers la droite Secours mutuel et solidarité juive, deux groupements, organisations d'aide sociale qui existaient depuis le début de la guerre et même un peu avant. Ils ne faisaient pas partie du CDJ. Et le problème était de la réception des enfants à la section de localisation qui recevait la priorité et qui devait attendre. Okay? Alors, ça c'est le premier problème. Le second problème est la sauvegarde de l'identité et l'éducation des Juifs, l'éducation juive des enfants cachés. Ces divergences étaient bien sûr très regrettables et toute réflexion faite faisait en fait partie de l'ADN du CDJ. Ce qui est aussi regrettable est la tardive reconnaissance de la contribution unique et primordiale du CDJ dans le sauvetage des enfants et adultes juifs en Belgique occupée. Cela inclut également le manque de parution d'ouvrages écrits après la fin de la guerre. De plus, la première parution d'un livre traitant du sujet en 1965 créa une discorde totale au sein de la communauté juive, un parfait balagan comme disent les Israéliens. Je pense que le professeur Joël Kotek ici présent vous en parlera par la suite. Permettez-moi pour terminer d'ajouter quelques mots au sujet de la reconnaissance de la Shoah belge ici en Israël. De ma propre expérience, ce sujet reste pratiquement inconnu du grand public, du corps enseignant, des étudiants et des élèves. La grande majorité des chercheurs israéliens se sont focalisés sur la Shoah en Europe de l'Est, ceci durant des décennies. Le programme d'histoire du ministère de l'Éducation n'aborde que très brièvement et de façon superficielle
la Shoah dans l'Ouest européen et la Shoah en Belgique. À cela, il faut ajouter que les pèlerinages d'élèves israéliens en Pologne, qui exigent une préparation méticuleuse avant le départ, est axé dans son entièreté sur la Shoah polonaise. Il n'y a pas à ce jour d'ouvrage scientifique en hébreu concernant la Shoah en Belgique. Seuls quelques ouvrages de souvenirs personnels et de témoignages. Il est donc entièrement compréhensible que le public israélien ne sache presque rien sur le sujet. C'est dans cette optique que j'ai terminé en 2018 l'écriture d'un premier livre en hébreu sur la Shoah belge. Le livre est pour le moment à l'étude à la maison d'édition de Yad Vashem. J'espère que ce projet aboutira et fera connaître au public israélien l'histoire du CDJ, de ses membres et de ses actions. L'initiative de cette journée, dédiée aux victimes de la Shoah en Belgique, ainsi qu'à leurs sauveurs, apporte sans aucun doute une contribution importante à la connaissance et à la reconnaissance du Comité de défense des Juifs ici en Israël. Je vous remercie pour votre attention.